Moi, j'ai envie de demander là, comme première question. Octobre 2022, il y a une élection provinciale. Vous avez les résultats que vous avez. Est-ce que vous auriez jamais pensé qu'à la fin de cette première session parlementaire-là, le PQ serait le premier? Je pensais que ça allait arriver, mais pas à cette vitesse-là. En même temps, le parcours que j'ai m'a amené à dire souvent qu'il ne faut pas se concentrer sur les sondages. Certains diront que quand tu es à 8 ou 9 %, tu n'as pas bien le choix de répondre ça. Mais j'ai appris ça. J'ai dû évoluer dans un contexte difficile pendant un certain nombre d'années en disant à mon équipe, ce qui importe, c'est la qualité de ce qu'on livre, puis les prises de position, est-ce qu'elles sont justes ou pas, puis le temps fera son œuvre. Dans ma tête, donc, c'était certain que ce moment-là allait avoir lieu. Ça arrive plus vite qu'on pensait. Moi, je vais t'avouer que ce qui est beaucoup plus impressionnant, parce que tu as raison, les sondages, c'est comme une image d'une certaine période dans le temps. Une photo. Puis, ouais, c'est les ça. photos changent constamment. Mais ce qui impressionne, moi, par exemple, puis certainement les gens qui nous écoutent le plus, c'est que c'est seulement 3 députés. C'est ça qui impressionne le plus. Maintenant 4. Maintenant 4, mais à l'époque, exactement. C'était que 3. Mais c'est une force aussi parce que ce sont 4 députés qui s'entendent très bien tant sur le fond des choses qu'au quotidien. Des fois, on se pousse. D'ailleurs, il est arrivé une fois, j'étais au Bleu, puis le secrétaire général de l'Assemblée nationale est devant moi, puis il me parle... Pascal Paradis passe pour aller s'asseoir, puis il me dit une niaiserie, puis je l'ai poussé. Un peu comme des chums dans une cour d'école. On a cette fraternité-là. On s'entend sur 99 % des prises de position. Donc, ça devient un avantage parce que peu importe qui t'envoie en entrevue, c'est le même niveau, le même profil, les mêmes idées. Et on n'a pas de gestion interne difficile comme d'autres partis peuvent avoir au quotidien ou comme ça a déjà été le cas dans l'histoire du Parti québécois. Donc, je pense que ça nous avantage, mais c'est sûr qu'en même temps, il y a des limites à ce modèle-là. Ouais. À 4, là, j'ai accepté cette invitation-là, mais j'en ai refusé 3 autres. Puis il y a des endroits sur le terrain qu'on voudrait, où est-ce qu'on voudrait être présent. Il y a quand même un essoufflement qu'il faut éviter. Il faut prévenir. À 4 seulement, il faut prévenir une situation où est-ce qu'on essaie d'être partout puis on n'est pas capable. Sur ce podcast, on a eu l'occasion de le dire souvent. On a comme l'impression que d'avoir des convictions aujourd'hui en politique, c'est plus rare et que quand on commence à les assumer, à les mettre de l'avant, avoir une espèce de cohésion sur ces positions, on reconnecte avec la population. Pas nécessairement que la population soit nécessairement d'accord avec les positions, mais juste le fait d'avoir des convictions, de les assumer, d'avoir une identité, un positionnement politique, rien que ça, la population peut connecter avec ce parti-là. Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Par exemple, si on parle de la souveraineté que vous avez remis à l'avant-plan, on va pas se le cacher, il y a déjà eu un Parti québécois qui disait « Oh, peut-être pas dans un premier mandat, plus tard, on sait pas trop ». Il y avait comme une espèce de... on dirait que c'était comme l'éléphant dans un magasin de porcelaine. Or là, vous êtes arrivé, vous assumez vos positions, que ce soit celle sur la souveraineté, bien sûr, mais aussi d'autres positions. Ce qui arrive, c'est... Bon, évidemment, c'est des hypothèses. Là. Oui. J'ai pas, mon impression, c'est que dans une époque où les choses vont relativement bien, les gens peuvent se permettre d'être moins intéressés par la politique. Puis dans ce cas-là, des politiciens instagrammables, ça peut avoir du succès parce que les gens ont peu de temps à accorder, les choses vont passablement bien. Dans une époque où les crises s'amplifient, où les gens regardent l'avenir sur le plan de la crise climatique, sur le plan de l'avenir de la langue française ou sur le plan géopolitique, quand on voit les conflits armés à travers le monde, les ressources limitées, les nombreux défis qui nous attendent. Le politicien de surface, le politicien instagrammable, il est plus inquiétant que d'autres choses. Donc, ça crée une demande importante, légitime de la population qui a des vraies inquiétudes fondées
d'entendre un discours réfléchi, d'entendre des partis politiques qui se sont préparés puis qui se sont vraiment posé la question devant un défi aussi imposant, que ce soit la crise du logement, les changements climatiques. Devant un défi comme celui-là, qu'est-ce qu'on peut faire d'intelligent? Les gens veulent ça parce que, à juste titre, devant eux, il y a des défis imposants. Puis quand on regarde le fonctionnement d'une démocratie représentative, c'est un peu la force et la faiblesse de nos démocraties. C'est un plancher, c'est-à-dire qu'on ne peut pas emprisonner n'importe qui. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Ça garantit une qualité de vie, la démocratie. Mais c'est un plafond aussi, c'est-à-dire quand les choses vont bien, entre écouter une émission sur la politique ou aller dans un loisir, planifier un voyage ou rénover sa salle de bain, si les choses vont bien, on ne peut pas blâmer la population. Elle va choisir d'autres choses que le poste de l'Assemblée nationale. C'est pas un très bon spectacle, toujours, sur le canal de l'Assemblée nationale. Ah oui? Donc, il y a un plafond aussi. Puis c'est ça le défi, c'est que devant des problématiques à long terme, puis des problématiques complexes comme les changements climatiques, supposons, on n'est pas dans des systèmes très prévoyants. Ouais. On va attendre qu'on arrive au plancher pour que les gens se réactivent, mais quand les choses vont bien, on n'est pas assez vigilant, à mon avis. C'est vrai pour la lutte à la corruption. C'est souvent quand les choses vont relativement bien que la corruption s'installe, parce que les gens sont moins vigilants, ils ont moins de temps pour la politique. Là, on n'est pas là-dedans. Les gens s'intéressent à la politique et donc s'attendent à du travail bien fait puis des réponses sérieuses, pas à du marketing de surface. Comment envoyer, je pense que c'est un défi pour vous, votre parti, mais comment envoyer le signal à des jeunes générations qui sont généralement plutôt favorables à l'immigration que votre position n'est pas une position anti-immigration, c'est une position qui est d'une certaine manière pragmatique dans un certain moment donné, parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça, votre position. Je ne dis pas que je suis d'accord avec, je vous dis juste comment je la ressens. Et je pense que c'est légitime pour un parti comme le vôtre que d'expliquer à la population le bien fondé de votre politique. C'est une vraie question importante pour nous. Bon, tu sais, en gros, si je résume notre position pour ensuite arriver à ta question, notre position, c'est de dire... L'an passé, on a accueilli à peu près 230 000 personnes nouvelles sur le territoire. On a bâti moins de 30 000 logements. L'impact, il est sur le logement, sur le prix, parce que l'offre et la demande est débalancée, mais aussi sur l'itinérance. Ça crée des enjeux sociaux, puis ça crée un accueil vraiment indigne pour certains nouveaux arrivants qui deviennent québécois, mais qui constatent que c'est une société qui est assez injuste. L'impact sur le français est indéniable, il est documenté. L'impact aussi sur la capacité à livrer des services. Donc, moi, j'ai toujours dit, on cherche un modèle durable, un équilibre dans cette histoire-là, mais à une époque très polarisée, où l'idéologie, souvent, l'emporte sur les faits, probablement en lien avec l'émergence des médias sociaux puis l'arrivée dans nos vies de ces machines-là. Mais les courants idéologiques très à droite et très à gauche sont beaucoup plus présents qu'à une autre époque. Mais oui, c'est une question qui me trotte dans la tête tout le temps, parce que quand on parle de jeunes générations, particulièrement de jeunes générations québécoises issues de l'immigration, peu importe si ce soit première, deuxième, troisième génération, se pose la question, comment est-ce que je peux rechercher cet équilibre-là dans l'intérêt de tout le monde, tout en maintenant mon message principal, à savoir, mon projet à moi, c'est une citoyenneté québécoise partagée et entière. Et ça s'oppose assez fortement à la vision trudeauiste du Canada, qui est vraiment dominante en ce moment dans le reste du Canada, à savoir l'identité, la participation citoyenne tient à des communautés. On va classer les gens, que ce soit par couleur de peau, par religion ou par... Et ça crée un communautarisme, c'est-à-dire les gens vont s'identifier et se soucier d'un ensemble de personnes et vont aller dans le reste de la société pour défendre... ce clan-là ou ce groupe-là. Moi, c'est pas du tout ma vision. Je pense que la paix sociale, c'est ça au fond, la politique, c'est la recherche d'une qualité de vie pour tout le monde, de bonheur pour les gens, de vivre dans une société sécuritaire où il n'y a pas de... Cette recherche-là, elle passe par le sentiment qu'on est dans le même bateau. Si on ne se le dit pas, à savoir, on est tous Québécois et on a des enjeux devant nous, puis il faut s'unir...
Ça veut dire également miser sur les points qu'on a en commun, pas seulement sur nos différences. Si on ne fait pas ça, le dialogue social devient très compliqué, puis on le voit en ce moment au Canada. Des groupes qui s'affrontent parce qu'ils ne se souviennent plus qu'ils appartiennent en fait au même destin, à la même société. Donc, il faut que je sois capable de faire les deux. Il faut que j'atteigne les deux objectifs, c'est-à-dire parler d'immigration en termes de nombre, de seuil. Mais dans mon esprit, une fois qu'on est Québécois, on n'est plus immigrant. Là. On peut pas... Je sais que le Canada insiste beaucoup sur les identités nationales venant d'ailleurs dans le monde sur le territoire québécois et canadien. Mais dans mon esprit, il faut réitérer constamment qu'on est Québécois tous et chacun. Et donc, on a vraiment intérêt à travailler ensemble. Quand, pour l'indépendance du Québec, je dis je veux rapatrier 82 milliards de dollars qu'on envoie en impôts à Ottawa. Puis là-dessus, je pense en libérer une 50aine de milliards que je dépenserais vraiment différemment plutôt que d'avoir une fonction publique canadienne hors de contrôle. Le bénéfice, il est pour tous les Québécois à l'évidence. Là. Il y a une difficulté supplémentaire, c'est que le discours que je vous explique, qui est notre doctrine, notre façon de penser, moi, je pense qu'il a beaucoup d'avenir chez les francophones, y compris les francophones issus de l'immigration, peu importe en quelle année. C'est plus difficile chez les anglophones, puis je réfléchis vraiment à comment essayer de relever ce défi-là, parce que l'écosystème anglophone, sur le plan médiatique, c'est plus que les deux solitudes. Là. C'est vraiment des mondes parallèles. Ce qui est communiqué sur une base quotidienne dans les médias d'expression anglaise versus ce qui est communiqué en français crée des mondes factuels parallèles. Donc, par souci de responsabilité, je vais toujours être disponible pour les médias puis les événements de la communauté québécoise anglophone parce que je veux qu'ils comprennent qu'une fois qu'on sera un pays, on est dans une logique de droit pour tout le monde puis d'une société où les gens s'entendent bien. Mais il y a vraiment un défi supplémentaire. Alors que chez les francophones, ce que je constate, c'est que dans plusieurs communautés issues de l'immigration, tu as vraiment un attachement puis une sympathie pour le français. Puis sur le plan culturel, là, ça devient c'est super intéressant parce que ça va permettre aux gens de s'unir. Et ils vivent la même chose que tout le monde, là, peu importe on est dans quelle communauté culturelle. Si tu maîtrises bien le français, mais tu as de la misère à te trouver un emploi parce que ton anglais n'est pas au même niveau, si tu as de la misère à te faire servir en français, mais que tu tiens à cette langue-là. D'ailleurs, dans l'équipe du Parti québécois, dans mes conseillers, il y a beaucoup de Québécois dont les deux parents ou un des parents a immigré au Québec dans les dernières décennies. Puis, je veux dire, le fait d'avoir une couleur de peau différente ne change absolument pas ton opinion ni ton expérience. Là, je veux dire, donc, comment bâtir un discours qui incite les gens à s'unir puis à réaliser tout ce qu'on a en commun, en même temps que d'expliquer des évidences. Là, de mon point de vue, c'est une fois que là, c'est plus facile pour moi parce que tous les économistes sont venus confirmer. Mais il y a un an, c'était la galère, là, parce que les tactiques politiques pour décrédibiliser le porteur de ballon, c'est de coller des épithètes. Puis ensuite, les gens, ils savent plus trop où se placer parce que d'un coup, c'est vrai que c'est un intolérant. La diffamation, c'est un outil... à long terme, ça ne tient pas, mais sur le coup, c'est pas évident. Je pense que c'est en train de se dissiper au fur et à mesure que les experts donnent une opinion assez objective sur ces sujets-là. Est-ce que vous ne pensez pas, sincèrement, que votre parti, le Parti québécois, qui est une institution démocratique importante au Québec, là, on s'entend, est-ce que vous ne pensez pas que le Parti québécois souffre d'un espèce de déficit comment dire, sur ces sujets-là, dans le sens que il y a eu des épisodes peut-être sur l'aménagement de la diversité qui ont été soit mal compris, mal interprétés, ou tout simplement, à un moment donné, il y a eu quand même une espèce de... Les gens, ils voyaient une certaine forme de populisme. Puis là, je ne vais pas très loin, là, si on parle de la Charte des valeurs de Drainville, qui était ministre du Parti québécois à l'époque. Au-delà du sujet en tant que tel, qui est tout à fait légitime. Encore une fois, pour moi, les positions politiques sont légitimes. Est-ce que la manière dont ça a été géré, ça n'a pas amené avec
une forme de populisme au point où il y a certaines personnes qui sont un peu méfiants, même si vous arrivez avec cette fraîcheur, même si vous arrivez avec cette sincérité. Il y a deux facteurs. Et vous traînez pas ça un petit peu comme un boulet, si je peux me permettre l'expression? Il y a deux facteurs à considérer. Le premier, c'est que moi, une fois que je suis élu 10e chef du Parti québécois, ben je suis pas tenu des autres époques de ce parti-là. J'ai même changé le logo, puis j'ai amené une doctrine qui est la mienne, puis les gens, avec le temps, s'habituent, puis commencent à comprendre comment je réfléchis puis comment je fonctionne. Donc, je veux dire, il y a un bout, là, on m'a souvent demandé de justifier une décision de 1980, puis à un moment donné, je regarde les journalistes, puis je leur dis, je veux bien, là, mais voici ma position. Si vous avez des questions sur ma position, allez-y, mais je ne commencerai pas à répondre pour... L'autre aspect, c'est que c'est drôle parce que j'étais avec un groupe qui me disait qu'avec le temps, il réalisait que la laïcité était une règle nécessaire pour le vivre ensemble lorsqu'il regarde ce qui se passe entre certains groupes religieux en Ontario qui se coltaillent, mais vraiment de manière menaçante. Et je leur ai répondu, mais vous réalisez que pour le Parti québécois, d'avoir porté cette idée-là nous a valu beaucoup d'insultes, notamment de la part de votre groupe. Et il y avait cette prise de conscience que dans la stratégie, puis peut-être vous avez des informations confidentielles, étant donné que vous avez œuvré au sein du Parti libéral du Québec, dans la stratégie pour empêcher le Québec de devenir un pays, il y a la peur, ça c'est le premier argument, c'est-à-dire ça va être épouvantable ce qui va arriver. Les camions de la Brink s'en vont. Puis le deuxième argument, c'est celui de la décrédibilisation du mouvement. Là. Rappelons que René Lévesque s'est fait démoniser, là, mais nazifié. Jacques Parizeau puis Lucien Bouchard ont dû poursuivre parce qu'ils se faisaient traiter de nazis, puis on m'attendait avec la même technique. Le constat, c'est que cette technique-là colle beaucoup moins aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est votre style? Oui, c'est ça. Est-ce que les gens ont changé d'approche puis veulent s'intéresser aux arguments et non pas au lançage debout? Il y a peut-être vraiment, les gens sont tannés peut-être de ça. Ça peut être un mélange de deux aussi. Ça peut être tout ça. Mais force est de constater que, en tout cas, je veux juste mentionner que moi, je gère le mieux que je peux le Parti québécois, la manière la plus responsable possible sur chaque sujet. Mais il y a une longue historique de tentatives de démoniser et décrédibiliser le Parti québécois dans la perspective d'empêcher le Québec de devenir un pays. Et dans une certaine mesure, ça a fonctionné. Mais alors, aujourd'hui, moi, j'essaie de changer ça. J'y parviens au moins partiellement. Je pense que je peux encore mieux faire que ça. Mais c'est un enjeu. C'est une longue quête, là. Le Québec cherche à devenir une démocratie normale qui décide par elle-même suite à une conquête militaire depuis au moins les Patriotes. C'est des générations et des générations à essayer. Il y a eu un discours dominant à partir des années 80, ça a été très fort dans les années 90, ça s'est amplifié, comme quoi il faut se méfier des Québécois. Premièrement, on dit tout le temps ton appartenance, ça c'est le message d'Ottawa. Là, Ottawa va dire votre appartenance devrait être ethnoculturelle. Puis pour ce qui est du Québec, méfiez-en vous, mais heureusement, nous, on est là pour vous défendre. Québec solidaire aussi a fait ça dernièrement, là, c'est-à-dire que je parle de seuil, puis là, ils changent mes propos, puis ils disent mettre la faute sur l'immigrant. C'est pas vrai. Mais c'est le pyromane pompier, là, c'est que tu t'allumes le feu, puis ensuite, tu dis aux gens, regardez le feu, là, une chance que je suis là pour l'éteindre. Mais c'est pas moi qui décide au final. Moi, tout ce que je peux faire, c'est de dire à tous les Québécois, y compris ceux dont la famille a immigré il y a des décennies ou récemment, on a une quête légitime et cette quête-là définira notre citoyenneté à part entière. Si on met au monde ensemble un pays, nul doute que nous serons tous Québécois, mais à se serrer dans les bras. Là. Mm-hmm. Le Canada va nous... d'ailleurs, toutes les colonies sont gérées comme ça, hein, dans l'histoire du colonialisme. Comment tu fais pour garder un territoire sous contrôle alors que c'est pas le tien? Mais tu morcelles les identités puis les groupes, puis tu fais des arbitrages dans le cadre d'une concurrence entre ces groupes-là. C'est un classique du colonialisme. Moi, ma réponse, puis ma demande, c'est si on a un autre moment d'histoire, on a besoin que tout le monde soit québécois à part entière. Puis le reste du temps, c'est de faire le meilleur travail que je peux pour refléter cette vision-là, pour que les gens voient que c'est possible de vivre dans une société
où tout le monde se sent québécois, puis tout le monde a des différences, on a tous des différences, mais que tout le monde se sent québécois, puis que cette appartenance au Québec est porteuse d'un avenir différent et meilleur que ce que malheureusement attend plusieurs pays dans le monde. Je ne veux pas être pessimiste, mais ce qui attend l'Occident puis les démocraties dans les prochaines décennies, ça ne regarde pas bien. Puis j'aimerais voir le Québec s'unir autour d'un projet qui garantisse notre sécurité, mais aussi notre fraternité, notre bien-être. On n'est pas obligé, comme on le voit dans certains pays, de se retrouver dans une pseudo-démocratie où les extrêmes, là, les mouvements les plus radicaux et les plus agressifs prennent tout l'espace. On n'est pas obligé de faire ça. On a le choix, mais c'est la limite du politicien. C'est que ma limite à moi, c'est que je peux faire tout pour expliquer ce que je vois comme avenir, comme possibilité, mais c'est pas moi à la fin qui décide. Si c'est pas une question de cohésion sociale, une question de se faire confiance, une question de vivre un moment d'histoire tous ensemble, une question de diversité un peu, c'est aussi ça l'ironie, c'est que ce qu'on appelle diversité au Canada, c'est en fait une standardisation de la culture anglo-américaine. C'est une vision du monde où tout le monde consomme la même culture, à peu près les mêmes idées dans une langue puis une culture absolument globalisée. Le Québec, c'est une différence à l'échelle du monde. C'est une forme de diversité. Et les gens qui sont au Québec ont choisi ça. Donc, c'est la cohésion sociale, la clé. C'est pour ça que la dernière étape de la séquence, parce que j'ai fait un budget de l'an 1. Ensuite, il y a la réponse à l'initiative du siècle qui porte vraiment sur les seuils. Mm-hmm. Mais la dernière étape, après le livre bleu qui répond à toutes les questions dans plein de sujets, la dernière étape, c'est la vision de la citoyenneté. En ce moment, j'ai juste mon passeport que je distribue. Là, je ne l'ai pas, j'aurais dû. Mais j'ai juste mon passeport avec un énoncé de c'est quoi la vision. Mais la dernière étape, c'est vraiment un livre sur la citoyenneté québécoise, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on visualise le lendemain de l'indépendance, pourquoi cette vision-là, elle est meilleure que la catégorisation par bloc que nous offre le Canada en triant les gens par nationalité, groupe ethno-culturel ou groupe religieux. Pourquoi ce qu'on propose est plus porteuse de cohésion sociale, de bonheur, d'humanisme. Une fois que j'aurai produit ça, le destin du Québec est entre les mains de tous les Québécois. Il y a un bout qui ne m'appartient pas. C'était super intéressant. C'est passionnant même de voir comment chacun va réagir à ce rendez-vous-là. Je sais pas. Quand on regarde mon parcours politique, il y a des gens qui vont dire que c'est un peu échevelé, mais moi, j'y vois un fil conducteur. J'ai toujours été quelqu'un qui voulait un État réduit. J'ai toujours été un nationaliste québécois, francophile. Et pour moi, c'était important que le Québec s'exprime, puis tout ça. Mais sauf qu'il y a eu puis c'est pour ça que je me suis impliqué avec le Parti québécois puis avec le Bloc québécois à l'origine. Est arrivé le référendum de 95 où on s'est divisé moitié-moitié. Puis pour moi, même si on avait eu des résultats inverses, c'est-à-dire si le camp du oui l'avait emporté par quelques votes, là, ça avait été... Je pense pas que c'était optimal. Tu peux pas faire un pays quand la moitié des gens n'en veulent pas. Tu peux pas changer quelque chose d'aussi fondamental. Puis ça m'a beaucoup interpellé. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à décrocher. Puis je me suis dit, il faut trouver quelque chose qui rassemble les Québécois, pas qui divise les Québécois. Puis je trouvais que le projet souverainiste est un projet qui divise. Et c'est pour ça que j'ai commencé à réfléchir. Puis à l'époque, même le Bloc québécois puis le Parti québécois se sont posé des questions après le référendum, parce qu'il y a 2 échecs référendaires. Tu peux pas dire on recommence, c'est un 3 de 5 ou je sais pas quoi. Là. Donc, moi, je me suis remis en question. J'ai quitté à ce moment-là le mouvement souverainiste. Et je me suis impliqué, comme tu l'as dit, notamment avec l'ADQ. J'ai été conseiller politique de Mario Dumont et avec Stockwell Day à Ottawa. À l'époque, c'était l'Alliance canadienne qui est devenue le Parti conservateur en grande partie. Là. Oui. Puis, effectivement, l'ADQ, par la suite, est devenue la CAQ. Moi, j'ai servi Mario Dumont jusqu'à la fin. Puis, je suis allé dans les médias tout de suite après le départ de Mario Dumont de la scène politique. Puis, à un moment donné, François Legault m'a appelé. Et je suis allé chez lui, dans sa maison à Outremont à l'époque. On a passé un après-midi seul dans son salon. Puis, je me souviens comme c'était hier de 2 questions que j'y ai posées auxquelles il n'a jamais répondu, puis pour moi, qui a fait que j'ai voté pour la CAQ parce que c'était la seule alternative, il n'y avait rien d'autre, plus conservateur, entre guillemets. Mais j'y avais demandé, êtes-vous de gauche ou de droite? Puis moi, c'était important, ça veut dire quelque chose. Quelqu'un qui dit qu'il est à droite, ça veut dire quelque chose. Quelqu'un qui me dit qu'il est à gauche, ça veut dire d'autres choses. Il m'avait dit, je ne suis pas à gauche, je ne suis pas à droite, je suis en avant.
Fait que là, je me suis dit, OK, ou bien non, il comprend pas les concepts politiques, puis là, ça n'a pas de sens parce qu'il n'y a pas de culture politique pour être chef d'un parti, encore moins premier ministre du Québec. Ou bien non, il rit de moi. Ou bien non, il est vraiment, c'est le vide absolu, puis tout ce qu'il veut, c'est le pouvoir. Fait que là, j'ai dit, OK, oui, il a peut-être mal compris ma question, je vais me réessayer. Je suis là, OK, M. Legault, vous êtes ni à gauche ni à droite, vous êtes en avant. Si vous êtes élu, après 4 ans de gouvernement de François Legault, est-ce que l'État québécois va être plus gros ou plus petit? Est-ce qu'il va y avoir plus de fonctionnaires à votre emploi ou moins de fonctionnaires que le jour où vous êtes rentré dans votre bureau? Il m'a répondu, j'en aurai pas plus, j'en aurai pas moins, ils vont être meilleurs. Là, je me suis levé puis je suis parti. Là, j'avais compris que il n'y aurait jamais rien qui va se passer sous le leadership de ce gars-là. J'avais compris qu'il voulait le pouvoir. Il était très ambitieux, très travaillant, on ne peut pas y enlever ça, mais il n'y avait pas de vision. Il ne savait pas où ce que s'en allait. Et effectivement, il a promis de baisser l'appareil d'État de 5 000 fonctionnaires. C'était sa grande promesse dans les élections en 2018. 5 ans plus tard, l'État québécois compte 55 600 fonctionnaires de plus. Donc, le François Legault que j'avais perçu à ce moment-là, que j'ai eu la chance de voir le vrai visage. Malheureusement, les Québécois, ça a pris quelques années, mais je pense qu'ils commencent à le voir. Là. Puis on voit, ça explique la dégringolade. C'est un homme qui n'avait pas de vision, qui était obsédé par le pouvoir, puis qui a trouvé le chemin le plus rapide pour y accéder. Puis bravo à lui sur ce plan-là. Au niveau de la communication, de la stratégie politique, ça a été une réussite. Sauf qu'au niveau de la vision, puis de la gestion, puis de où il veut amener le Québec, c'est un désastre. Et c'est pour ça que je me suis pas joint à lui. C'était pour ça, c'était son objectif. Là, j'étais dans les médias, puis évidemment, il voulait que je m'en aille avec lui parce que j'avais une certaine notoriété, particulièrement dans la région de Québec. Ouais. Mais c'est pour ça que j'ai jamais fait le saut, puis la CAQ. Parce que j'ai jamais voulu être chef de parti. Ça, c'est l'autre affaire aussi. Là. Les gens disent, tu rêves à ça. Non, je rêve pas à ça depuis que je suis au monde. Là. J'ai jamais pensé. D'abord, je suis gay, c'est niaiseux, mais moi, je suis tellement vieux qu'à une certaine époque, être gay, pas être chef, être premier ministre du Québec, c'était pas très nécessairement compatible. Puis j'avais pas le goût de me cacher toute ma vie, puis c'était correct. J'avais fait le deuil de ça. Puis j'avais pas d'ambition, de toute façon. J'aimais mieux être en arrière. J'ai toujours été conseiller politique avant. Puis je trouvais que j'avais plus d'influence. Puis j'avais pas besoin de... Ma face n'était pas reconnue pas nulle part. Puis j'avais à peine dans ma vie de tous les jours. Et personne qui checkait les comptes de Dax. C'est ça. Personne m'écœurait. Puis quand je mangeais au restaurant avec mon chum, il y a personne qui venait vouloir demander un selfie. Puis il y avait pas... Puis c'est correct, là. J'accepte. Puis quand je faisais mon épicerie, je pouvais la faire beaucoup plus rapidement. Mais pour moi, j'avais comme le meilleur des deux mondes. Mais parce qu'était arrivée la crise, parce que personne ne voulait prendre le leadership, parce que je sentais qu'il fallait offrir une voie démocratique à du monde qui se reconnaissait plus dans les 4 partis qui étaient unanimes à l'Assemblée nationale, ben je me suis dit, OK, je vais mettre ma face sur un poteau. Fait que je me suis ramassé là un peu par défaut. Je suis très heureux, puis je pense que je suis la bonne personne à la bonne place, mais c'était pas un plan de carrière. Là. Au niveau, parce que c'est la question qu'on se pose, parce que si ça redevient l'actualité, puis moi, je pense que ça va revenir, surtout si l'attention continue à se lancer derrière Paul Saint-Pierre Plamondon, éventuellement... on va devoir voir les partis un peu se repositionner. Donc, toi, c'est sûr que un parti au Québec s'appelle un parti conservateur qui, même avant, les gens peut-être le connaissent pas, mais le parti existait avant. C'est pas un nouveau parti. Il était historiquement fédéraliste. Puis là, arrive un chef qui a déjà milité auprès du PQ et du Bloc québécois. Puis, il y a 30 ans. Oui, c'est sûr, mais je veux dire que est-ce qu'il y a quelque part une stratégie où vous pensez peut-être gagner cette course-là des libéraux et de se positionner, de dire, regarde, nous, là, ça, on n'est pas intéressés et beat them to the race. Genre. C'est ça, c'est une bonne question. D'abord, vous avez raison de le rappeler. Je suis un nationaliste québécois qui était pour le camp du oui en 1995, donc il y a 30 ans. Cela étant dit, le Québec a dit non. Il y a une nouvelle génération qui n'en veut pas. On ne fait pas un référendum par nostalgie du passé pour réaliser le rêve de René Lévesque de 1976. Puis je dis ça en tout respect. Là. Je ne suis pas en train de juger les boomers qui sont nostalgiques et qui retournent au PQ. Mais cela étant dit, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de rassembler les Québécois. Ce projet-là ne rassemble plus les Québécois. Ce projet-là nous a divisés pendant un demi-siècle. Moi, je salue le fait qu'on en parle moins puis qu'on se divise sur des enjeux, entre guillemets, normaux, comme toutes les autres sociétés démocratiques au monde, entre des partis plus à gauche, des partis plus à droite. Moi, je vais tout faire pour qu'il n'y ait pas de référendum. Moi, mon objectif, c'est pas d'être dans le comité du non, c'est qu'il n'y en ait pas de référendum. Et la position qu'on a, nous, en tant que conservateurs québécois, puis c'est important de le rappeler, puis c'est une des premières choses que j'ai faites. Quand j'ai été élu chef du Parti conservateur du Québec, j'ai changé le logo, puis j'ai mis une fleur de lys. Puis j'ai communiqué beaucoup en français. Je voulais être certain que... Parce que le mot conservateur, ces dernières décennies au Québec, c'est beaucoup associé au Canada anglais. Ouais. Et il fallait québéciser le mot conservateur puis le concept du conservatisme.
Et par rapport à notre appartenance au Canada, les conservateurs, contrairement aux libéraux, ont toujours été plus décentralisateurs. Je ne parle pas juste des Québécois, je parle de l'ensemble des conservateurs au Canada. Si vous regardez aujourd'hui, là, je vais vous annoncer un petit scoop. Là. Dans même pas 2 semaines, je vais être en Alberta. Je m'en vais faire une tournée dans l'Ouest canadien. Et mon objectif, c'est de continuer à tisser des liens avec les conservateurs canadiens des autres provinces, pas juste au fédéral. C'est important de savoir que ces gens-là sont beaucoup plus décentralisateurs. Historiquement, c'est le Québec qui était revendicateur de l'autonomie des provinces, le respect de nos compétences. François Legault, à part des beaux discours nationalistes, il est toujours en train de s'aplatir devant Justin Trudeau. Il n'a fait avancer aucun dossier concrètement. Il n'a même pas réussi à rapatrier un seul pouvoir. Quand on citait les péquistes qui n'en rapatriaient pas, on se disait, c'est normal, ils entretiennent la chicane, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on n'aille rien, puis après ça, c'est un argument de plus, voter pour le oui. François Legault, lui, c'est pas supposé être ça, là. Parce que souvent, paradoxalement, c'est souvent des gouvernements libéraux qui ont rapatrié certains pouvoirs. On pense à Mme Gagnon-Tremblay à une autre époque, là, avec McDougall, qui avait rapatrié des pouvoirs en immigration, notamment. Madame Marois l'avait fait. Un peu, oui. Mais Legault, on ne peut pas dire rien. Il n'y a aucun champ de compétences où on dit que ça a été un gain pour le Québec. Et moi, je pense qu'il faut redevenir il faut passer à l'attaque. Puis présentement, là, je vois que les champions de l'autonomisme au Canada, c'est les provinces de l'Ouest. C'est l'Alberta qui vient d'aller en Cour suprême, qui vient de gagner des causes contre le gouvernement fédéral. C'est le gouvernement de la Saskatchewan qui fait de la désobéissance civile un peu en ne percevant pas une taxe carbone sur son territoire pour le gouvernement fédéral. Donc, les autonomistes au Canada, évidemment, c'est pas pour des raisons culturelles et linguistiques comme nous nécessairement, mais c'est pour la défense des compétences des provinces. Bien, malheureusement, le Québec a perdu le leadership. Puis moi, je pense que comme conservateur, si on veut se démarquer, c'est le faire non pas juste du nationalisme, là, parce que la question de linguistique, on en reparlera tantôt si vous voulez, là, mais c'est aussi c'est une question de respect de nos compétences. Et moi, je suis d'abord et avant tout un autonomiste, puis le Parti conservateur du Québec aussi, on a adopté une plateforme très autonomiste lors de notre congrès en novembre dernier. Puis je pense que ça va être ça qu'on va offrir aux Québécois. Et il faut le faire. Puis l'autre affaire aussi, c'est contrairement au PQ, on peut parler d'autonomie, puis on veut le faire avec les communautés culturelles et les anglophones. Ça, c'est l'autre affaire qui est bien importante pour moi. Les Québécois, c'est les gens qui habitent sur le territoire du Québec. C'est pas le monde qui vote pour la souveraineté, c'est pas le monde qui sont des tricotés serrés de vieilles souches. C'est tout le monde qui habite sur le territoire du Québec. Et les anglophones, puis les allophones, puis les communautés culturelles qui sont au Québec aujourd'hui, là, ils sont beaucoup plus francophiles, puis beaucoup plus nos alliés que jamais dans notre histoire. Et il faut voir ces gens-là comme des alliés, pas des adversaires. Puis il faut unir les Québécois. Historiquement, c'était toujours le Québec qui se divisait. On avait le camp du oui, le camp du non. Puis au reste du Canada, ils étaient tous unis, eux autres. Ils étaient tous pour le non. Puis nous autres, on se chicanait entre nous autres, puis eux autres nous regardaient aller. Moi, je veux faire le contraire. Je veux qu'on unisse les Québécois, puis qu'au Canada anglais, ils se chicaneront. Ils se chicaneront entre les décentralisateurs conservateurs, puis entre les centralisateurs du NPD puis des libéraux. Puis on va pouvoir trouver des alliances, des partenaires au Canada pour faire avancer notre agenda. Moi, je veux revenir parce que sur cette idée-là de booster un peu l'image du conservatisme. Et je me demande pourquoi ce concept-là au Québec, ça semble pas pogner. Le parti, comme on a dit, ça existait. Les résultats aux dernières élections étaient vraiment négligeables. Le Parti conservateur, il y a aucun comté qui se méfiait du candidat conservateur s'il y en avait un. C'est quoi au Québec cette affaire-là avec le conservatisme que ça semble pas comme bien pogné? Ben écoute, c'est sûr que quand pendant un demi-siècle, la seule question est référendaire, c'est sûr que les conservateurs étaient pas... Il y avait juste un camp du non, puis il y avait juste un camp du oui. On était très, très polarisés, puis c'était le seul enjeu. Hein. On comprend que les deux partis, c'était des coalitions. La gauche-droite, dans les deux partis, il y en avait. Là. Donc, là, on est sorti de ça. La preuve, c'est pas juste nous. Québec solidaire, la montée de Québec solidaire, là, c'est une preuve aussi de la division de la gauche souverainiste au Québec. Donc, il y a une nouvelle réalité politique. Puis... Le conservatisme, étant donné qu'il n'y avait plus de parti conservateur au Québec, c'est devenu beaucoup associé au Canada anglais. Puis c'est une des raisons, d'ailleurs, quand j'ai pris la décision de me présenter à la direction du parti, Jason Kenney, qui était à l'époque premier ministre de l'Alberta, c'est un ami de longue date, très près de moi, et c'est lui qui m'avait fourni les meilleurs arguments d'y aller. Parce qu'il m'avait dit... Éric, on ne réussira jamais à implanter un gouvernement de droite ou conservateur au Canada, puis on ne gagnera jamais 2 élections sur 3 comme les libéraux le font depuis un siècle si on ne réussit pas à avoir un parti provincial fort. Il faut, parce que les Québécois, contrairement à tous les autres Canadiens, s'identifient d'abord et avant tout à leur gouvernement du Québec et non pas au fédéral. Alors qu'au Canada anglais, c'est le contraire. Tu es un conservateur fédéral, tu votes Poilievre, donc tu votes le Parti conservateur au provincial. Au Québec, on fait le contraire.
Donc, il faut implanter ce parti-là au niveau provincial. Il faut que ça soit en français. Il faut que les Québécois, il faut que ça soit notre ADN qui soit dans ce parti-là. Puis là, on va réussir à faire comme les libéraux puis gagner 2 élections sur 3 à Ottawa. C'est super intéressant ce que tu nous racontes là, Éric. Est-ce que ça peut expliquer, par exemple, qu'il y ait eu, il faudrait que je parle au passé, mais qu'il y ait eu, avant l'élection de François Legault en 2018, plusieurs conservateurs fédéraux qui se sont, disons, impliqués au provincial, chose qu'ils n'avaient jamais faite auparavant, pour essayer d'aider François Legault. Est-ce que, alors, dans ce cas-là, la CAQ et François Legault n'avaient pas été vus ou perçus par des conservateurs fédéraux comme étant le véhicule provincial dont ils avaient besoin? Bien, on pensait tous que François Legault allait donner un coup de roue à droite. Il a clignoté à droite. Malheureusement, il est arrivé au pouvoir, il a donné un coup de roue à gauche, mais il a clignoté beaucoup dans les campagnes électorales. Rappelez-vous de ces débats contre Mme Marois qui l'accusait d'avoir les mains attachées par les syndicats, puis il était supposé de faire des grosses réformes antisyndicales, puis évidemment, l'éléphant a accouché d'une souris à ce niveau-là aussi, là. Même ses discours sur l'immigration, là, après 50 000, il y a un an, il nous disait que 50 000 immigrants ou plus. La louisianisation, un suicide identitaire pour le Québec. Il arrive au pouvoir, il est réélu. 150 000 qui en est rentré dans l'année suivante. Je veux dire, il a dit beaucoup de choses en campagne électorale, puis il a fait beaucoup le contraire une fois qu'il est arrivé au pouvoir. Mais c'est vrai qu'à l'origine, il y a beaucoup de gens qui l'ont appuyé puis qui pensaient qu'il allait être celui-là. Puis c'est pour ça, je pense, je regardais, là, c'est possible. Le Québec 125, ils font l'amalgame de tous les sondages, là. Ils donnent toujours une fourchette de circonscription potentielle pour gagner. Puis la CAQ, présentement, il en donne 9, je pense, à la CAQ, mais la fourchette est entre 0 et 28. 0. Nous, c'est 1. On commence à 1 et 10. Bon, on ne se rend pas jusqu'à 28 encore, mais on a un compté garanti. La CAQ, c'est 0. Parce que on est en train de bouffer la CAQ, pas par le crémage autour, par le noyau. Nous, on est dans la CAQ, on va chercher les éléments les plus solides. Mais juste pour finir avec l'autre question, puisqu'on voit maintenant que les conservateurs à Ottawa créent un peu de distance avec la CAQ, oui. Est-ce qu'il y a des rapprochements avec le Parti conservateur du Québec, avec vous? Est-ce qu'il y a une porte quelque part? D'abord, Pierre Poilievre, c'est un ami depuis 25 ans, peut-être un peu plus. C'est quelqu'un que j'ai connu quand il était étudiant. Il était un jeune conservateur. On s'est impliqué justement pour la course au leadership à l'époque de Stockwell Day, là, il y a très, très longtemps. Et c'est un gars aussi, quand j'ai été candidat pour l'Action démocratique du Québec en 2003, il était stagiaire à Ottawa pour le parti, puis il était venu, il avait pris ses vacances pour venir travailler avec moi dans mon comté pour m'aider à Deux-Montagnes où je m'étais présenté. J'étais vice-président de l'ADQ à l'époque, et parce qu'il voulait connaître la politique québécoise, il voulait perfectionner son français. Donc, on a des liens qui nous unissent, qui vont bien au-delà de la politique depuis très longtemps. Donc, c'est quelqu'un que je respecte. Je suis membre du Parti conservateur du Canada. Je vais voter pour Pierre Poilievre lors de la prochaine élection. C'est pas à moi à dire pour qui vous avez à voter. Les Québécois sont assez grands pour prendre leurs propres décisions. Cela étant dit, moi, je me cache pas. Je pense que c'est important d'être transparent avec tout le monde. J'invite nos membres, nos militants qui veulent s'impliquer au Parti conservateur du Canada de le faire. Je pense que ça va ajouter de l'expérience. S'il y a nos candidats qui veulent se présenter, s'il y a nos organisateurs qui veulent militer, moi, je trouve que c'est bon. Ça va leur donner encore plus d'expérience. On va grandir la famille conservatrice. C'est ce qui nous a beaucoup manqué dans la dernière campagne électorale, de l'expérience, parce qu'on avait beaucoup de gens qui voulaient beaucoup, mais qui avaient très peu d'expérience. Donc, dans ce sens-là, on va collaborer d'une certaine façon, mais on n'a pas de lien organique. Il n'y a pas de lien officiel entre les deux partis, comme il y en a déjà eu entre les libéraux fédéraux et les libéraux provinciaux, par exemple. Là. Bon, ça, c'était il y a longtemps quand même. Là. C'était longtemps, mais ça a déjà existé. Ça a déjà existé. Mais nous, il n'y en a pas. Puis même, c'est comme le Bloc québécois et le Parti québécois non plus officiellement, ils n'ont pas de lien organique, mais on sait bien que les organisateurs, souvent, c'est les mêmes. Là, ça va être la même chose avec nous. Mais alors, ça m'emmène à une question. Éric, tu as commencé la politique, tu nous disais, il y a près de 40 ans, tu étais pas mal jeune à l'époque. Je le suis encore. Justement, c'est là que je m'en allais. C'est exactement là que je m'en allais. Tu as commencé il y a longtemps, mais comme tu as commencé jeune, tu es toujours jeune, puis tu as fait de la politique. Écoute, tu as fait le Parti québécois, le Bloc québécois, tu as fait l'Alliance canadienne. L'ADQ. Les conservateurs. Du Québec. Évidemment, l'Alliance canadienne qui a fusionné avec des progressistes conservateurs, qui a donné le Parti conservateur du Canada, qui est probablement plus alliance que Parti progressiste conservateur. Ouais. On l'a vu à la dernière chefferie, d'ailleurs. T'as toujours été dans l'opposition, à 54 ans. Sauf avec Harper.
Avec Harper? Mais avec Harper, Mais j'étais pas vraiment impliqué dans le jour mais, jour, non, mais c'est j'étais quand ça. même... Mais là, tu as toujours été dans l'opposition à 54 ans. As-tu le goût d'être enfin au pouvoir pour mettre en place... Oui, j'aimerais ça être au pouvoir, mais en même temps, je laisserai pas mes convictions à la porte pour pouvoir exercer le pouvoir. Je pense que c'est important que quand tu arrives au pouvoir, tu y vas pour les bonnes raisons, puis tu fais ce que tu dis, puis tu dis ce que tu fais. Et c'est pour ça que je suis pas allé à la CAQ. Ça me tentait pas de prendre ça, puis de laisser mes convictions au vestiaire, puis de faire comme certains députés puis ministres à l'heure actuelle qui font le contraire de ce qu'ils pensent. Éric Girard, là, je pense pas qu'il est fier quand il pense qu'il a fait le pire déficit de l'histoire du Québec, puis qu'il est allé donner de l'argent à des Kings de Los Angeles. Je suis pas sûr que c'était ça son idéal quand il était un conservateur sous Stephen Harper. Là. C'était pas ça qu'il voulait faire en Mais vie. si, par exemple, le téléphone demain sonne, c'est Pierre Poilievre. « Hey, Éric, comment ça va? Ça va bien? Écoute, j'ai besoin de toi à Ottawa. » On en a déjà parlé, OK? C'est pas, je mentirai pas, là, mais je pense encore, puis je l'ai dit le 22 octobre 2020, quand j'ai annoncé officiellement que je me présentais à la direction du Parti conservateur du Québec. Puis c'est ce que j'avais négocié aussi, très serré avec mon conjoint. Je vais en fait diriger ce parti-là pour une décennie. Je pense que j'ai choisi de mettre mon expérience, ma connaissance, mes talents de communicateur au service du parti pour une décennie. Le chemin parcouru jusqu'à maintenant est quand même relativement positif. Il me reste encore, 7 ans à faire, un petit peu moins que 7 ans. Puis j'ai l'intention de continuer le chemin que j'ai commencé. Puis je pense que en faisant ça, je vais aider Pierre Poilievre aussi. Alors, écoute, regarde, j'avais entendu déjà dans les médias en fait, cette réponse-là, dans le fond. C'est pas la première fois. Ça, par contre, c'est pas un scoop. Ça, tu nous l'as. Mais il faut toujours répéter la même chose des fois, puis ça passe le message. Non, mais c'est très cohérent. C'est exactement le même message, puis c'est parfait. Mais là, regarde, là, c'est pas Éric qui parle, là, c'est Salim qui parle. Tu sais, moi, je veux dire ce que je pense, puis tu me diras ce que tu penses de ce que je pense, OK? Tu sais, moi, je trouve que tu as un fil conducteur dans ta carrière. Puis tu n'as jamais dérogé à ce fil conducteur, quel que soit le véhicule que tu as utilisé. Même quand tu es passé de la politique à la radio. Puis oui, j'ai gardé mes idées à la radio, là, c'est sûr. Non, absolument, c'est certain. Là, tu sais, le chef du Parti conservateur fédéral actuellement, M. Poilievre, justement, il est issu de l'Alliance. C'est les idées de l'Alliance, celles pour lesquelles tu t'es aussi, t'as beaucoup milité. Tu le dis toi-même, c'est un ami. En ce moment, moi, j'ai comme l'impression qu'il est pogné avec une équipe du Québec qui ne lui ressemble pas. En tout respect pour à la fois les élus et autres personnes. Sauf pour un. Sauf pour un député. Ah oui, ben il y en a un qui lui a donné son soutien à la toute dernière minute. Là, je pense qu'il a hésité un petit peu. Là. Mais en tout cas, effectivement. Mais là, t'as l'opportunité, puis moi, j'essaie de me mettre à ta place ou à essayer de jouer au pseudo-conseiller. Puis je me dis, 54 ans, t'es au meilleur moment, je pense, de ta carrière parce qu'avec tout ce que t'as fait, tout ce que t'as engrangé, j'ai l'expérience puis l'énergie. Exact. Non, mais c'est ça. Mais c'est en plein ça. Puis les là, deux. Puis là, t'incarnerais probablement. C'est Salim qui parle. Hein. Je te demande pas de confirmer nécessairement. Je vais te demander de commenter, par exemple. Mais t'es celui qui ressemble plus au Québec connu, en tout cas, qui ressemble plus au message de Pierre Poilievre. Tu serais incontestablement son meilleur atout. Pourquoi tirer pas? Moi, c'est ça le... D'abord, il y a plusieurs réponses que je peux donner à ce que tu viens de dire. Là. À ce que je sache, il n'y aura pas d'élection cette année. Moi, en tout cas, j'en vois pas. Je ne pense pas qu'il va y avoir une élection fédérale en 2024 au Canada. Le NPD puis le Bloc ont aucun intérêt à renverser les libéraux. Au contraire, parce qu'ils voient la vague Poilievre s'en venir. Puis je pense qu'ils veulent espérer qu'elle va se casser ou s'ils sont pour la subir, bien, que plus longtemps possible, ils vont s'accrocher où ils sont présentement. Donc, je vois pas des élections à court terme. On va voir ce qui va se passer avec M. Poilievre. Il y a d'autres Québécois. Je ne suis pas tout seul à être quelqu'un qui partage ses valeurs et ses idées. Il y a peut-être des gens qui vont émerger. Je le souhaite. Donc, il faut donner du temps au temps. Puis, l'enjeu de la prochaine élection fédérale au Québec n'est pas encore clair. Au Canada anglais, je pense que c'est assez précis. Là. On voit que le Parti conservateur a connu une très forte croissance. Puis, on pensait que cet automne, que c'était pour être un soubresaut. Mais pendant la période des fêtes, ça s'est même accentué. Donc, je pense que le Canada anglais, il est en train de se passer quelque chose. Au Québec, c'est pas encore clair. On ne sait pas trop où les Québécois vont aller, ça va être quoi les enjeux
au Québec lors de la prochaine campagne fédérale. Mais c'est sûr que je vais suivre ça avec beaucoup d'intérêt. C'est sûr que je vais être là pour aider mon ami Pierre, mais je vais pas... je pense que je sers mieux la cause puis je fais plus avancer les idées dans le siège où je suis actuellement que si j'étais dans l'équipe de Pierre Poilievre. Ben, en tout cas, nous, on aura certainement l'occasion. Mais je veux pas dire non plus à jamais, parce que quand tu dis non à jamais, ben tu fermes là, des portes. C'est ça, en politique, tu es supposé ouvrir des portes, tu n'es pas supposé en fermer, mais ça fait, sincèrement, là, ça fait pas partie de mes plans à court et à moyen terme. Je te crois, je te fais confiance là-dessus, mais je t'avoue que moi, logiquement, je t'aurais vu dans un gouvernement Poilievre, ministre dans un gouvernement Poilievre, s'il se fait élire, évidemment. Là, Mais c'est pas une décision 90-10, là, c'est une décision 51-49. C'est pour ça que c'est plus difficile à évaluer.